Nous sommes le 26 mars 1936. Une journée comme les autres pour ce navire marchand canet. Parti du port de Tyne, en Angleterre, il avance lourdement, lesté de son chargement de charbon. Sa destination, Caen, en France. Dans les entrailles du navire, les machines battent le rythme régulier du voyage. À bord, l'équipage ignore encore que cette traversée marquera leur destin. Dans sa cabine étroite, Roland Choureau s'assoit à sa table. À la lueur tremblante d'une lampe, il écrit à Gabrielle, son épouse, et à leur fils Alain. Chaque mot jeté sur le papier est une passerelle fragile entre la mer et l'amour qu'il leur porte. La plume se tait. Dehors, la mer semble paisible. Mais déjà, un épais brouillard s'élève, engloutissant le navire et réduisant sa vue à quelques mètres seulement. Malgré ses efforts, Roland ne put sauver le navire. Dans le fracas des vagues et du métal éventré, ses dernières pensées s'envolèrent vers Gabrielle et vers son fils Alain. Puis la mer referma sur lui son silence éternel. Je m'appelle Alain Choureau. C'était une magnifique journée de juin à Caen, dans notre maison de la rue Duc-Richard. J'y habitais avec ma mère Gabrielle Roy, ma grand-mère Marie-Jeanne Choureau. Mon cousin Gérard et quelques oncles et tantes y habitaient aussi. C'était une journée comme les autres. Je prends lui. Tourne-le. Maman préparait le dîner, une odeur de soupe chaude flottait dans l'air. Grand-maman tricotait près de la fenêtre, les aiguilles cliquetaient doucement. Mes oncles et tantes discutaient à voix haute, et parfois, ils injuriaient le général Pétain. Alain. Moi, j'étais à table avec Gérard. On jouait au bloc, on riait, on ne savait rien du monde qui basculait. Pétain, connard. Ah, Alain et Gérard, vous allez C'est quoi ça? ce pain. Le bruit. Maman? Les avions? Les obus tombaient de plus en plus près. Sans comprendre, on nous a saisis par le poignet. La maison n'était plus un abri. On a fui. À terre. Personne n'est blessé. J'ai mal aux côtes, mais je crois être... Germaine, saine. Alain, dis-moi que tu vas bien. On s'est retourné. Là où il y avait une maison, il ne restait qu'un trou fumant, des poutres noircies, des vêtements déchirés, des souvenirs éventrés. Gabrielle s'est mise à genoux. Grand-maman ne disait plus rien. Gérard pleurait.
Moi aussi. Tout ce qu'on connaissait, tout ce qu'on aimait, venait de s'écrouler. Et autour, la ville hurlait en silence. Les murs, les toits, les rues, tout était tombé. Il ne restait que des ruines et l'effroi. Ce jour-là, on n'avait plus d'enfance. On avait juste froid. La guerre n'avait pas seulement détruit notre maison, elle avait aussi emporté le confort, la routine, l'innocence. Gabriel marchait en me tenant la main. Nous n'avions plus de toit, plus rien, sauf la force de continuer. Courage, mon petit Alain. Demain, nous trouverons une place au chaud pour dormir. Maman avait tenu parole. Nous avions marché à l'autre bout de la ville, chez de la parenté. Entassés à 4 dans des lits, Gérard et moi dormions ensemble sur un matelas improvisé. Je trouvais difficilement le sommeil avec cette symphonie en dodo mineur de ronflement. Mais après tout ce chaos, toutes ces épreuves, nous glissions tranquillement vers cette liberté qu'offre le monde des rêves. Les Allemands avaient bouclé la ville. Après le débarquement du 6 juin, leur but était clair, nous garder à l'intérieur. Nous, les civils, étions devenus des boucliers humains. Les trains étaient à l'arrêt, les routes barrées. Chaque sortie était une impasse ou un piège. Ceux qui tentaient de fuir, hommes, femmes, enfants, étaient abattus sans pitié. Dans cette prison à ciel ouvert, la peur ne se murmurait plus. Elle hurlait dans chaque ruine, elle vibrait sous chaque pas. Et nous, on n'avait plus d'autre choix que de survivre. La Pfeil ist zu Confinement. Ordre du General guten Fuller. Jesui de Sole me 11a Falvari Nous Torner avons Schätz V. compris. Arme Leute, ich schäme mich, Deutscher zu sein. Je me rappelle un jour avoir couru derrière un camion rempli de soldats allemands, en leur criant « Kartoffel, Kartoffel !» Un des Allemands, peut-être ému, donna un coup de pied dans une grosse poche de pommes de terre qui tomba sur la route. Sans doute qu'il avait eu pitié de moi. Ce jour-là, j'ai compris que certains Allemands étaient humains, après tout. Elles sont bonnes. On va faire toute une semaine avec ces patates que tu as trouvées. Bravo Alain. Nous étions heureux. Ma famille et moi avons pu manger à notre faim durant au moins une semaine. Moi, j'ai faim. Mais parfois, ne sachant où aller, nous allions demander refuge chez des voisins épargnés par la loterie des obus. Dans la majorité des cas, les gens ne pouvaient nous accueillir. Manque de place, manque de nourriture. Sans cesse, nous luttions pour survivre à cette vie de nomade. Malgré les frappes aériennes qui s'abattaient sur Caen depuis le débarquement de Normandie, certains quartiers restaient relativement épargnés. On y trouvait encore des maisons, des boutiques.
et surtout notre boulangerie favorite. Les commerçants, malgré la peur et les ruines, poursuivaient leur tâche du mieux possible, contraints de fournir aux soldats allemands de quoi se nourrir. Oh, mais qu'il est maigrichon, ce petit. Tiens, prends-le. Un garçon de ton âge doit manger pour grandir, tu Mais on n'a sais. pas d'argent pour Regarde-moi payer ça. ça. On dirait qu'un coup de vent pourrait t'emporter. Allez, croque, ça te fera du Je bien. vais le partager Merci avec beaucoup. Gérard. Le 7 juillet, place de la République, il devait être 6 heures du soir. Mon oncle Fernand disputait une partie de billard contre l'un des hommes du groupe. Cela faisait déjà plus de 30 minutes qu'ils s'affrontaient, concentrés comme si rien d'autre n'existait. Pour atteindre cette salle de jeu, nous avions traversé des maisons éventrées, des murs encore chauds de poussière. Et puis, soudain, ce café abandonné. L'odeur du bois, le tapis vert usé, les boules qui s'entrechoquent. Tout semblait intact, comme si la guerre s'était arrêtée à la porte. Gérard et moi avions trouvé la machine à écrire dans un tas de gravats, de l'autre côté de la place de la République. Elle était cabossée, pleine de poussière, mais les touches répondaient encore. Nous nous sommes assis là, au milieu des pierres et des poutres brisées, et nous avons commencé à taper, inventant des histoires que personne ne lirait jamais. Les lettres s'enfonçaient avec un claquement sec, comme de petites armes inoffensives. Dans le salon transformé en cuisine, ma mère et mes tantes mettaient de la dernière main au repas. Comme d'habitude, il se composait de conserves récupérées dans des magasins éventrés et réquisitionnés, parfois un peu de pain, parfois des légumes trouvés par miracle. Nous nous sommes installés à table, serrés les uns contre les autres, comme pour repousser un peu la guerre qui frappait à nos portes. Mais tout le monde ne tenait pas autour de cette table. Dans un coin, sur de vieux divans élimés ou directement par terre, d'autres s'étaient installés. Ils tenaient leur assiette à la main, mangeaient lentement, en silence. Ce n'était pourtant qu'un repas simple, presque dérisoire. Mais à les voir savourer chaque bouchée, on aurait cru qu'ils se régalaient d'un festin. Dans cette ville déchirée, un repas partagé, aussi modeste soit-il, avait le goût d'une victoire. Il est maintenant 19 heures. Le souper est terminé. Dehors, le ciel est magnifique. Des nuances d'or et de rose, comme si rien ne pouvait les ternir. C'est presque le silence. Presque. Car depuis ce matin, le ronflement grave des obus de marine, tirés par les croiseurs au large des plages, rythme la journée. Leur choc sourd, au loin, monte et retombe comme une respiration. Et pourtant, malgré cette guerre qui gronde à l'horizon ce soir-là, Caen semblait retenir son souffle. On aurait presque pu croire à une journée d'été tranquille. Okay, Captain. The Secret Service has informed us that there are no more civilians in the city. You have orders to fire and load shells at strategic targets. Chaque détonation me transperçait comme un coup de tonnerre dans la poitrine. Les murs tremblaient, l'air vibrait, et je sentais mon cœur battre plus vite que le fracas des explosions. Entre chaque souffle de silence, j'attendais la suivante, en priant qu'elle ne tombe pas sur nous.
Les bombardements ont duré presque 1 heure. À chaque déflagration, nous étions aspergés de terre et d'éclats de verre. Nous pensions que notre dernière heure était arrivée. Sous nos yeux, tant de morts, tant de blessés. La ville, éventrée, gémissait sous la folie des dirigeants de ce monde. À chaque obus qui explosait, dans ce fracas presque sourd, mon cœur semblait vouloir s'arracher de ma poitrine. Ma mère, de toutes ses forces, essayait de me couvrir de son corps, de ses bras. Ces bras qui, même au milieu du chaos, restaient mon dernier rempart, mon ultime refuge. Puis, soudain, le silence. Plus de grondements, plus de sifflements dans l'air. Juste un vide assourdissant où chaque respiration semblait de trop. La poussière flottait encore, suspendue dans une lumière blafarde. Autour de nous, les ruines fumaient doucement, comme si la ville reprenait son souffle. Nous n'osions pas bouger, comme figés dans ce calme étrange, presque irréel. Ce n'était pas la paix, c'était simplement la fin d'un orage. 3 soldats alliés souriaient. Je ne savais pas pourquoi, nervosité ou joie d'en avoir fini. Ils nous ont montré un chemin sûr vers un refuge. Par moments, la lune perçait les nuages, comme pour nous guider. Nous errions dans la ville, partout des pleurs, des cris, des gémissements. Dans la nuit profonde, nos yeux cherchaient le sol, les ruines, ces bâtiments que nous avions connus. Et puis je me rappelle de la gare dans laquelle nous marchions. Le soleil, en se levant, y pénétra et nous baigna de sa lumière, comme pour nous réchauffer d'un nouvel espoir. Nous passâmes devant la statue de Madame de Cuverville, figée dans sa grâce froide, témoin muet de notre lente procession. Au matin, des milliers de gens avançaient, portant ce qu'ils avaient pu sauver. Des civières, des militaires, des charrettes. Les regards, figés, semblaient ne rien voir. Au détour d'une rue, les ruines laissaient place à des façades encore debout. Un quartier épargné, presque irréel. Au loin, des lumières et l'enseigne du Majestic en construction. À l'intérieur du cinéma, l'aide s'était organisée. Des infirmières, des docteurs alliés, même un journaliste posa quelques questions à maman. Un homme nous apporta à manger. Gérard et moi étions très contents de pouvoir enfin manger. Maman déclinait nos identités et raconta notre récit. Puis, un militaire allié nous indiqua l'escalier vers le sous-sol, où nous trouverions des couvertures et un petit coin pour nous reposer. Maman et Fernande finirent par dénicher un espace, à l'écart, sur un tas de sacs de ciment. Gérard et moi, nous nous sommes blottis contre elle. Sous la couverture, nous sentions enfin un peu de chaleur. Nous avions tout perdu, mais le miracle, c'était que nous étions toujours réunis, en vie et ensemble. Peu à peu, les voix autour se sont estompées, nos yeux se sont fermés, et dans ce silence nouveau, nous nous sommes endormis vers un nouveau chapitre de notre vie. Maman est au ciel. De là-haut, ses yeux veillent sur nous, emplis de tendresse et d'amour. Elle a retrouvé son grand amour, Roland Choureau. Dans la lumière éternelle, elle nous attend. Et quand le vent caresse nos visages, quand un rayon perce les nuages, c'est elle qui nous guide vers le jour où nous serons enfin réunis. Au début, la vie n'est rien, à peine un cri. Avant d'avoir ouvert ses mains, un jour on
se lève et l'on s'avance sous le rideau. Et puis l'on fait des gestes, et puis l'on dit des mots. Où va le jour? D'où vient la nuit? Pourquoi le ciel? Comment la vie? Le temps de le savoir, il est trop tard. Et quand le cœur se met à nous quitter pour aller se poser ailleurs, pour se brûler à d'autres cœurs, on croit que l'heure est arrivée de conquérir le cœur du monde. On court et l'on sait à peine marcher, on confond prendre avec aimer et l'on se perd. Et puis un jour, en tombant des nuages, on n'a que quelques rides pour bagage. Alors il faut se battre et l'important n'est pas de perdre ou de gagner, c'est de choisir entre vouloir et renoncer. Mais on parle d'abord et puis on pense après, on dresse un mur à coups de déraison et l'on fait soi-même sa prison. On se cache à l'horizon pour mieux rêver de liberté ou d'une hirondelle oubliée au cœur d'une chanson. On fait une montagne d'un oiseau comme on ferait une Camargue d'un roseau. Et le temps passe et la feuille rougit trop tôt. Avant décembre, on veut encore gagner quelques secondes. C'est alors que l'on aime qu'on revit sa vraie, en guettant le rideau qui nous guette là-haut. Et l'on court avant l'heure et le jour. Mais au début, la vie n'est rien, à peine un cri. Avant d'avoir